La commission électorale indépendante est sous le feu des critiques depuis l'incident survenu sur l'antenne de la RTI qui a vu la représentante de la CEI quitter le plateau. Pourtant, l'élection présidentielle approche, les questions sont toujours là. Les revendications de l'opposition concernant notamment la liste électorale sont exprimées avec de plus en plus de force. Il nous a semblé important à cette info de donner la parole à la commission électorale indépendante pour lui donner l'opportunité de répondre à toutes les questions que se posent les Ivoiriens sur cette institution qui est un maillon fondamental du bon fonctionnement de notre démocratie et sur la conduite du processus électoral, en particulier la révision de la liste électorale. Bienvenue sur cette info, vous êtes dans Droit dans les yeux. J'accueille avec plaisir Maître Ketty Yapobi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes commissaire central à la CEI et je suis ravi de vous accueillir sur cette info. Comme je le disais en introduction de cette émission, et comme d'ailleurs le précise le communiqué de la commission électorale indépendante publié le 28 février dernier, les questions de fond sont restées en suspens. Et nous avons voulu à cette info vous donner cette opportunité d'apporter toutes les explications concernant le travail de votre institution. Je voudrais tout de même, avant d'aborder les questions de fond, revenir une minute sur l'incident de la RTI. Pourquoi, madame, avez-vous pris la décision de quitter le plateau en cours d'émission? Je vous remercie de nous donner d'abord l'occasion, monsieur Dinasera, de, encore une fois, présenter toutes les excuses de la commission électorale indépendante à la population ivoirienne qui était en droit d'attendre que nous répondions à toutes les préoccupations qui sont relevées au cours de la révision de la liste électorale. Et c'est un événement malheureux. La commission électorale indépendante a présenté formellement ses excuses pour ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, malheureusement, n'est pas du fait même de la commission qui, dès qu'elle a été invitée par la RTI, c'est avec bonne grâce qu'elle est venue sur les plateaux pour se prêter aux préoccupations, aux questions des partis politiques. Quand nous nous déplaçons, c'est pour répondre à l'attente de nos concitoyens. Et quand nous sommes obligés de quitter le plateau, mais pourquoi? C'est malheureux. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Nous avons pris la décision pour deux raisons. La première, c'est que le préalable posé par le représentant du PDCI, Maître Blessy, tendait à confondre ou assimiler la commission électorale indépendante à un parti politique. Ces revendications auraient été justifiées si c'était agi d'un parti politique. Mais là, nous venons sur le plateau en étant l'institution en charge de l'organisation des élections. Nous venons donc pour nous soumettre à leurs différentes questions. Et Maître Blessy a considéré que venir à deux, puisqu'effectivement nous avions décidé de venir à deux commissaires centraux, notamment le vice-président numéro 2, M. Dogo Alain, et moi-même. Et nous n'avons pas compris. Qui, lui, n'est pas issu de la société civile, mais il a été proposé par le FPI. Oui, M. Dogo Alain a été proposé par un parti d'opposition. Comme vous savez, la commission électorale indépendante est composée de toutes les composantes de la société ivoirienne. Tout à fait, notamment, on y viendra tout à l'heure. Et M. Dogo Alain, oui, je réponds, est proposé par un parti d'opposition, notamment le FPI. Donc vous avez considéré qu'on vous a mis dans la position d'un contradicteur, d'une certaine manière? Oui, en fait, pas vraiment, parce qu'on était venu pour débattre. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais le fait de vouloir s'acharner
à avoir le même nombre exact de débatteurs, comme si c'était agi d'adversaires. C'est là où nous n'avons pas compris. Est-ce que c'était une initiative de votre part de quitter ce plateau, ou bien est-ce que ça a été une décision concertée? Bien évidemment, c'est une décision concertée. Et j'étais en train de vous expliquer les deux raisons pour lesquelles la Commission électorale indépendante a décidé que je me retire du plateau. Et j'étais en train de vous dire que la première raison, c'était tout simplement le fait que la Commission électorale indépendante ait été considérée comme un adversaire politique, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous sommes arbitres des élections. Et nous trouvons totalement inadmissible d'être pris par les partis politiques comme des adversaires politiques. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, à l'analyse de ce qui se passait sur le plateau, rapidement, nous avons compris très vite que le but de ce préalable, c'était véritablement d'empêcher le vice-président Alain Dogou d'intervenir sur le plateau. Et on peut comprendre que ça pouvait paraître gênant. Pour eux? Pour eux. Pour le PDCI en particulier? Pour le PDCI étant un parti d'opposition, il faut savoir que jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui encore, aussi étonnant que cela paraisse, beaucoup de nos concitoyens ignorent que les partis principaux d'opposition en Côte d'Ivoire ont des personnes proposées au sein de la commission électorale. Donc, parmi les 18 commissaires que nous sommes, nous avons des représentants aussi bien du parti au pouvoir que des partis d'opposition. Ça fait 5 pour l'opposition nous avons et 5 4 pour l'opposition, 4 pour le parti au pouvoir. Ensuite, nous avons 6 représentants de la société civile dont je fais partie puisque j'ai été proposé par le barreau de Côte d'Ivoire et un représentant du président de la République, un représentant de l'administration, du ministère de l'Intérieur notamment, et enfin le représentant de la magistrature en la personne du président Koulibaly. Mais alors, vous y voyez une mauvaise intention dans ce préalable, voire un piège de la part du PDCI? Peut-être, je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme de piège, mais avec les hommes politiques, on a l'habitude, c'est une position purement politique, parce qu'il y avait derrière un objectif caché. C'est ce que nous comprenons, parce que de façon absolue, le préalable posé n'avait pas lieu d'être. Et quand vous voyez dans une interview au Nouveau Réveil, Maître Blessy qui dit qu'il s'est senti en danger sur le plateau de la RTI, qu'est-ce que vous avez senti quelque chose de ce genre? Personnellement, non. Mais après, c'est son droit. Maître Blessy se dit s'être senti en danger, c'est son droit le plus absolu. Ce que je veux qu'on ne perde pas de vue, tout simplement, c'est que la Commission électorale indépendante est toujours prompte à répondre aux invitations des médias pour faire connaître le travail qu'elle fait sur le terrain. C'est de ça que les Ivoiriens ont besoin, de savoir ce que la Commission électorale indépendante fait. On nous a tellement reproché auparavant le manque de communication et donc ils se disaient tout et n'importe quoi de la façon dont nous travaillons. Et c'est pourquoi la Commission électorale, depuis 2019, avec l'arrivée de l'équipe du président Koulibaly Kubière, met un point d'honneur à être présente partout où besoin se fait sentir pour pouvoir expliquer en toute transparence la façon dont nous travaillons. Alors, puisque vous n'avez rien à cacher, nous allons en venir au fond. Et je voudrais d'abord que vous expliquiez, madame, de manière générale, quel est le processus normal, habituel, de révision d'une liste électorale? Alors, la révision de la liste électorale consiste déjà d'abord à mettre à jour les données du corps électoral. Il peut arriver que le corps électoral change par l'intégration de nouvelles personnes majeures. C'est la première cause.
de la révision de la liste électorale. Ensuite, il va s'agir aussi de mettre à jour toutes les données personnelles des personnes, des électeurs qui sont déjà inscrits sur la liste électorale, qui peuvent, dans la vie civile, administrative, voir leurs données personnelles changer. Alors, données personnelles, c'est peut-être l'adresse. Il va s'agir de l'adresse. Pour une jeune fille qui s'était inscrite à l'époque sous le nom de jeune fille, qui entre-temps a contracté mariage et qui veut voir son état civil nouveau figurer sur la liste électorale et fait inscrire son nom d'épouse également. Ça aussi, c'est un changement de ses données personnelles. Il peut s'agir tout simplement d'un changement de numéro de téléphone, d'un changement d'adresse. Et puis, il y a aussi ceux qui n'avaient pas pu, à un moment donné, s'inscrire et qui ont tous leurs documents pour pouvoir s'inscrire et qui peuvent venir oui, c'est valablement. C'est ceux-là que nous appelons les nouveaux électeurs. Les nouveaux entrants. Les nouveaux, il peut y avoir il n'y a pas que les des jeunes nouveaux qui ont majeurs, 18 ans. Oui, voilà. Mais il y a aussi des anciens majeurs qui, pour des raisons qui leur sont propres, n'étaient pas inscrits sur la liste électorale. Parce qu'il faut savoir que l'inscription sur la liste électorale, c'est un acte volontaire. Oui. On vient pour se faire inscrire sur la liste électorale. Et donc, il y a plusieurs phases. Il y a cette phase de mise à jour des données, la phase de traitement de ces données. C'est cela. Alors, donc, pour faire la révision de la liste électorale, il y a plusieurs phases, comme vous venez de le dire. La première phase va consister en la collecte des données. C'est ce que nous appellerons dans notre jargon l'enrôlement. Nous allons collecter les données, c'est-à-dire recevoir toutes les personnes qui considèrent remplir les conditions pour être inscrits sur la liste électorale, qui viennent faire leur requête, donc leur demande, pour être inscrits sur la liste électorale. Donc, nous inscrivons toutes ces personnes, nous les enrôlons jusqu'à... Et cette phase s'est faite donc du 19 octobre jusqu'au 17 novembre 2024. Donc, ça, c'est la première phase. Ensuite, la deuxième phase va consister au traitement de ces données. Et pendant ce traitement, le traitement de ces données, c'est qu'en fait, au moment de ce traitement, on analyse, on fait des croisements informatiques au site central qui permettent de faire ressortir des éventuels doublons, comme ça peut exister, et qui permettent aussi d'intégrer les personnes, la liste des personnes qui sont radiées, qui ont perdu leurs droits civiques. Et cette liste, nous la recevons du ministère de la Justice. Ensuite, nous intégrons aussi la liste des personnes décédées que nous recevons du ministère de l'Intérieur. Et c'est tout ce traitement-là qui va nous donner d'aboutir à la liste électorale provisoire. C'est ça. Et d'ailleurs, la liste électorale provisoire va sortir la semaine prochaine, le 17, du 17 au 21 mars. C'est ça. Voilà. Et après la publication de la liste électorale provisoire, il y a une phase de contentieux qui s'ouvre. L'affichage de la liste électorale constitue le départ de ce que nous appelons le contentieux de la liste électorale. C'est pour ça, au passage, que nous incitons tous les électeurs à venir consulter cette liste. Parce qu'il va s'agir de quoi, ce contentieux? En l'occurrence, à partir du 17 mars, dans tous les centres d'enrôlement. Nous affichons du 17 mars au 21 mars. 3 jours seulement? Non, à partir du 22 mars. Les listes sont toujours affichées. Ah oui. Nous finissons, on va dire ça comme ça, nous finissons l'affichage le 21 mars. Et à partir du 22 mars, va s'ouvrir pendant 15 jours la réception des réclamations. Je tiens à préciser quand même que tout cela se fait au sein même des différentes commissions locales. C'est-à-dire que les électeurs qui ont à faire des réclamations doivent se rendre dans les commissions locales. C'est dans les commissions locales que ces listes sont affichées. Que ces listes sont affichées et c'est dans ces commissions locales que les réclamations se font. Donc là, très clairement, nous en sommes, pour ce qui est de la liste en cours de révision, qui a commencé donc à la fin de l'année 2024, nous en sommes à l'affichage très prochain de la liste provisoire. À partir du 17 mars. Va donc s'ouvrir à partir du 22 mars la période de contentieux administratif. Qu'est-ce que ça veut dire? On ouvre la période de contentieux. Ça peut paraître un peu barbare à certains. Oui. Concrètement, on veut dire quoi? En fait, le terme contentieux est peut-être impropre, mais c'est celui qui est retenu dans les différents jargons et qu'on retrouve aussi dans notre mode opératoire. Il s'agit simplement des réclamations
Quel genre de réclamation? Quel genre? que les électeurs peuvent faire. Alors, elles sont de 3 ordres, ces réclamations. Ouais. Le premier ordre, c'est que quelqu'un, un électeur, peut venir demander son inscription. C'est le contentieux, ce que nous appelons le contentieux de l'inscription. Une personne s'est fait enrôler, bien en bonne et due forme, elle a reçu, elle ne se trouve pas. et elle vient consulter la liste, elle n'y est pas. Ah. Elle vient pour demander son inscription. C'est des choses qui arrivent. Et nous, au vu des documents fournis, on procède à son inscription. Ça, c'est le contentieux donc, de l'inscription. Après, vous avez le contentieux de la radiation. Le contentieux de la radiation consiste, pour tout électeur, de venir demander la radiation de quelqu'un, d'un électeur inscrit sur la liste électorale provisoire. Pourquoi? Et il peut y avoir plusieurs raisons. Ouais. La première raison, la plus simple, c'est que la personne est décédée. Auquel cas, la personne, sur pièce justificative, certificat de décès, acte extrait d'acte de décès, ces personnes viennent pour déclarer un tel décédé. Et au vu des pièces fournies, procédons à la radiation de cette personne décédée. Ensuite, il peut s'agir de la demande de radiation purement et simplement d'une personne qu'un électeur lambda considère comme n'ayant pas le droit de faire. Donc n'importe quel électeur peut considérer qu'un autre n'a pas sa place. N'a pas sa place sur la liste. Donc il vient et il pose sa réclamation. Et vous devez faire les vérifications qui concernent. Avec les pièces, bien évidemment, parce que comme partout, même comme devant les tribunaux, quand vous faites une réclamation, vous venez avec les pièces justificatives à l'appui. Et enfin, on peut demander la radiation aussi, tout simplement, parce qu'on considère que voilà, cette personne est mineure, ou cette personne n'est pas ivoirienne. Ou cette personne n'est pas ivoirienne. Donc, plusieurs cas de figure. Si quelqu'un vient et dit « mais cette personne n'est pas ivoirienne », vous demandez à la personne qui réclame d'apporter cette preuve ou bien vous allez vous tourner vers la personne concernée? La première chose déjà, quand on introduit une réclamation, c'est de venir avec les pièces à l'appui. Ouais. Donc c'est celui qui vient contester la légitimité de la personne de l'existence de la personne sur la liste qui vient avec les preuves. Alors, comment et bien entendu, cette personne qui est interpellée sera appelée par la commission électorale pour que le débat soit contradictoire, naturellement, sera appelée à se défendre. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire une réclamation, quelle qu'elle soit? Vous venez de donner les différentes possibilités. Au sein des commissions électorales indépendantes, des commissions locales, nous avons des fiches, des formulaires qui vont être remplis selon le type de réclamation que l'on fait. D'accord. Alors, la période de contentieux va s'ouvrir. Ça va durer combien de temps? Elle dure à peu près 1 mois et demi jusqu'à la fin du contentieux, on va dire ça. Donc, 1 mois et demi, ça va nous amener à mi-avril. Jusqu'au 20 avril. Oui, jusqu'au 20 avril. 20 avril. D'accord. 20 avril, pour le contentieux est terminé. Le contentieux administratif. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc, au niveau du contentieux administratif, comme son nom l'indique, la réclamation, elle est portée devant la commission électorale. La commission électorale est amenée à rendre sa décision sur la réclamation. Et on peut la contester. Et cette déclaration, elle est susceptible de recours devant le président du tribunal du lieu de la circonscription concernée. Donc si je ne suis pas satisfait de la décision qui est rendue par la commission électorale sur ma réclamation, je peux former un recours devant la justice. C'est cela. Vous faites un recours précisément devant le président du tribunal du lieu de la circonscription concernée. D'accord. Et ce recours, ça va être une simple déclaration au greffe de cette juridiction. Donc, avec les pièces à l'appui. On attend encore la décision de la justice ou du président du tribunal? Je précise que, et c'est important de le dire, nous sommes sur le plateau pour donner des informations, c'est important de le dire. Quand la décision de la commission électorale est prise, l'électeur a 3 jours francs pour porter sa réclamation devant le juge. D'accord, il y a quand même un délai, 3 jours. Il y a un délai qui est très important à retenir, c'est 3 jours à partir de l'affichage de la décision. Donc, cette personne
va saisir le tribunal, le président du tribunal, qui, lui, a 5 jours francs pour rendre sa décision. D'accord. Et une fois que sa décision est prise, la c'est décision prise par le juge, elle n'est pas susceptible de recours. D'accord. Donc elle s'impose aussi bien à la commission qu'à la personne qui avait fait cette réclamation. Tout ça, ça va nous amener à quand? Tout ceci nous amène jusqu'au 30 mai. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que les décisions sont prises au niveau des tribunaux, nous devons, nous, refaire un traitement au niveau de la commission pour prendre en compte les décisions, parce que les décisions, elles peuvent être des décisions de rejet, comme des décisions statuant que la demande est bien. Il nous faut un délai, non seulement pour recevoir ces différentes décisions, parce que comme je vous disais tantôt, le président compétent, c'est le président des différentes circonscriptions. Alors, donc nous devons recevoir et après intégrer. Donc on peut espérer une liste définitive? La liste définitive, elle est prévue être arrêtée le 16 juin, précisément. Le 16 juin. Et après le 16 juin, c'est là que vous faites éditer les cartes d'électeurs. Après le 16 juin, nous avons encore tout un travail à faire au niveau de... Une fois que nous avons publié la liste définitive, effectivement, il faut revoir la cartographie électorale parce que, bien évidemment, la cartographie, elle va changer en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Il faut savoir qu'il y a un nombre bien précis, minimum 70 électeurs dans un bureau de vote. Il faut un minimum de 70 électeurs et maximum de 600 électeurs. Et, donc il faut qu'il y ait une bonne répartition dans les bureaux. Dans les bureaux. Ouais. Et cette répartition, elle est bien évidemment, elle dépend bien évidemment du nombre de personnes qui se font inscrire. J'ai une question à vous poser. On voit que c'est un processus quand même qui prend en compte plusieurs étapes qui ne dépendent pas que de vous. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Ça dépend aussi du nombre de requêtes qui sont faites auprès de vous. Mais le décret qui a été publié le 5 septembre 2024 et qui explique tout ce processus dit que vous avez jusqu'à 3 mois avant le scrutin présidentiel pour publier la liste temporaire. Donc vous allez le publier bien avant, puisque c'est dès ce mois de mars-là. Mais ma question c'est, ce décret ne montre-t-il pas qu'il a toujours été entendu, en réalité, que l'élection présidentielle d'octobre 2025 allait se dérouler selon la liste électorale en cours de révision depuis la fin de l'année 2024? Bien évidemment, puisque nous avons commencé un processus de révision de liste électorale et qui doit logiquement aboutir à l'arrêt d'une liste définitive. On a dit fin juin. Quoi. Le 16 juin. Ouais. Et c'est cette liste définitive que nous allons remettre aux éventuels candidats, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pour ce qui concerne particulièrement l'élection du président de la République, les dossiers de candidature doivent être assortis de parrainage, d'un certain nombre de parrainages. Et donc, les candidats, ils ont besoin d'avoir cette liste définitive pour pouvoir prendre leur parrainage. Vous nous disiez juste avant la coupure, dans cette première partie, que la liste électorale en cours de révision, c'est celle qui était prévue depuis le départ pour être celle sur laquelle allait s'appliquer le scrutin d'octobre 2025. Pourtant, l'opposition demande une nouvelle révision en 2025. Alors, est-ce qu'il y a une forme de méconnaissance de ce calendrier ou de cette procédure, ou bien c'est purement de la bonne politique? Je vais rebondir sur votre terme pour dire que c'est de la bonne politique, parce que le calendrier, le chronogramme que je viens de vous dérouler, il est connu de tous les partis politiques. Il faut savoir qu'au mois de juin, nous avons proposé de commencer cette révision électorale qui nous aurait amené avec une liste définitive au mois de mars 2025. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
en juin, lorsque nous avons proposé de commencer la collecte des données, les partis politiques nous ont dit, écoutez, le mois de juin, c'est le mois des vacances et c'est la saison des pluies également. Ce n'est pas très favorable pour le déplacement des populations. Ce n'est pas très favorable pour le déplacement des populations, dans les bureaux sachant aussi que oui. les jeunes, qui étaient la principale cible, sont par monts et par vaux, puisque en vacances scolaires. Et donc, nous avons parfaitement adhéré à cette décision, donc de commun accord. Il a été question de repousser cette révision de la liste électorale au mois de septembre. Au mois de septembre, les partis politiques nous ont demandé de repousser encore une fois cette révision de la liste électorale au mois d'octobre, parce que le mois de septembre était la rentrée scolaire. D'accord. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il y a une collaboration entre la Commission et et puis, les partis politiques. Ils n'ont pas contesté. Ça n'a pas été contesté. Nous sommes des partenaires, nous écoutons les uns et les autres, et en fonction de cela, on prend les décisions. Mais j'allais dire, ils n'ont pas contesté le décret devant le Conseil d'État, par exemple. Ça aurait pu être une possibilité. Le décret, oui, le décret a été publié. Nous connaissons les voies de recours. Les partis politiques ont tous en leur sein des juristes chevronnés qui savent quelles sont les voies de recours. Bon. En tous les cas, il n'y a pas eu de contestation. Néanmoins, et c'était parfaitement connu. Malgré le fait que vous avez repoussé à 2 reprises le début de l'enrôlement à la demande des partis politiques, néanmoins, la loi dit que chaque année, la liste électorale est révisée. Et puis, vous avez quand même travaillé assez vite, puisque vous atterrissez avec la liste temporaire maintenant au mois de mars, qu'au mois de juin, la liste définitive sera publiée. Ça laisse encore 4 mois avant le scrutin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité à ce moment-là de relancer une procédure, puisque ça s'est déjà fait de le faire en 3 mois, hein, en 2020 et en 2015. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vous pose la question telle qu'on l'entend pour que vous puissiez y répondre. Est-ce qu'on n'aurait pas le temps, entre juin et octobre, de refaire une procédure de révision dans des conditions normales? C'est absolument pas possible, parce que c'est Pourquoi? nous demander pendant que nous sommes en train, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Non, vous aurez fini. Non, on a fini avec la liste électorale, mais nous avons l'élection présidentielle à préparer. Il y a des actes à poser pour l'élection présidentielle. Mais comment vous avez fait en 2020? Enfin, pas vous, vous n'y étiez pas, mais... En 2020, si, on y était, c'est nous qui l'avons fait. Donc vous l'avez fait en 2015. C'était bien 3 mois avant? Alors, oui, mais il faut savoir qu'en 2020, le parrainage s'est fait justement parce que le temps que nous avons eu n'étant pas suffisant, nous n'avons pas pu produire la liste électorale définitive pour le recueil des parrainages. C'est très important de le dire. Nous avons travaillé et mis à disposition, nous avons dû mettre à disposition aux candidats à la présidence la liste électorale provisoire. Et c'est même parti... C'est grave dans le sens où, tant que la liste définitive n'est pas publiée, il peut encore avoir des modifications sur la liste. J'allais dire que là, c'est un argument juste, mais c'est un argument de procédure. Si on parlait d'opportunité, et si on regarde le fait que c'est un point de crispation assez fort, qui pourrait amener à faire dégénérer la situation, est-ce qu'on ne peut pas penser que ça pourrait être opportun que la commission électorale indépendante puisse décider elle-même, puisque je précise que le gouvernement a dit « c'est pas de notre sort, c'est à elle de décider », effectivement, puisse décider de dire « bon, pour détendre un peu l'atmosphère, on va quand même le faire ». Alors, on se heurte, nous, au niveau de la commission, effectivement, si on avait pu le faire, on le ferait, puisqu'il s'agit de satisfaire nos concitoyens. Mais il faut savoir qu'on est aussi soumis au texte. La révision de la liste électorale se fait sur la base d'une liste définitive précédente. Alors, comment vous faites quand vous commencez la révision en octobre, que vous publiez en juin la liste définitive, comment vous faites dans le même temps une révision de la liste électorale? On ne dit pas dans le même temps, on dit à partir de juin, quand vous avez publié la définitive. S'il s'agit de faire la révision de la liste électorale après juin, c'est de ça qu'il s'agit. Mais alors, il ne faut pas oublier que nous avons quand même une échéance qui est constitutionnelle,
qui est le 25 octobre, Tout à fait. la date de l'élection présidentielle. Alors pourquoi Et ce qui a été 3... possible en 2020 ne le serait pas en 2025? Mais parce que justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. En 2020, il ne faut pas oublier, nous étions dans un contexte spécial qui était l'épidémie du Covid. Oui. Il faut le savoir. Personne ne savait ce qui allait se passer et nous avions un impératif, c'est de respecter la Constitution en tenant l'élection présidentielle. Oui, ça c'est la date de l'élection. Nous partons sur cette base-là pour dire on fait la révision dans un temps court, mais qui nous amène à ne pas pouvoir publier la liste définitive au moment du parrainage. Mais juridiquement, il est complètement illégal de faire une révision de la liste électorale, un recueil des parrainages sur une liste qui est provisoire, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vous le dire. En 2020, certains candidats ont vu leur parrainage annulé du simple fait qu'après la publication de la liste définitive, certains parrains n'étaient plus dans la liste. Certains parrains n'étaient plus sur la liste. Et ça compte, c'est une question de bon sens, monsieur. Donc vous voulez dire que ce sont les circonstances de l'époque qui ont obligé à agir ainsi. Mais une fois n'est pas coutume. Et puis, disons-le tout net, quand nous donnons le programme, le chronogramme de la révision de 2024 aux partis, ils le savent depuis au moins le mois de juin dernier, 2024. C'est de l'opportunisme politique, vous voulez dire? Oui, parce qu'à ce moment-là, on n'a aucune contestation. Et je vais même aller plus loin, je vais vous le dire. Il y a eu un consensus sur ce chronogramme. Et nous sommes surpris qu'en étant juste au moment où nous nous apprêtons à terminer ce processus-là, que cette revendication de la révision de la liste électorale se fasse. Très bien. Je voudrais qu'on avance et qu'on passe à un autre sujet, parce qu'il y a une autre préoccupation que l'on entend souvent, et elle concerne la composition de la commission électorale elle-même. Donc on l'a rappelé tout à l'heure, il y a 5 membres de l'opposition, enfin proposés par l'opposition, 4 membres proposés par le parti du président, le RHDP, un représentant du président de la République, un représentant du ministère de l'Intérieur, un représentant de la magistrature et 6 représentants de la société civile. L'opposition met toujours sur la table que le collège central de la CEI serait favorable à la majorité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Bien évidemment, c'est tout à fait des positions de principe. La commission électorale indépendante, quelle que soit sa formation, n'a jamais trouvé grâce aux yeux des politiques selon la position dans laquelle ils se trouvent. Ça aussi, c'est quelque chose que nous observons dans la vie politique ivoirienne. Quand on est au pouvoir, on n'y trouve rien à redire. Et quand on est dans l'opposition, alors on accuse la commission de tous les maux. Donc vous dites qu'elle n'est pas... par exemple, on compte le représentant du président de la République et celui du ministre de l'Intérieur comme faisant partie, d'une certaine manière, de la majorité au pouvoir. Donc ça, vous le contestez, ce principe-là de calcul? Chacun pense comme il veut, ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le principe, vous allez me dire c'est une question de principe, mais oui, quand nous prêtons serment en tant que commissaire devant le Conseil constitutionnel, il y a un serment. Il y a un serment qui est prêté, chaque commissaire. Où le travail que nous devons faire en commission, nous le faisons sur la base de notre seule conscience, sans avoir de dictats d'où qu'ils viennent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous demande de couper avec les instances qui nous ont proposées. Et croyez-moi... En particulier quand on est proposé par un parti politique. Oui, en particulier quand on est proposé par un parti politique. Et croyez-moi, c'est dans cet esprit-là que nous travaillons au sein de la commission. Parce que c'est une mission dont on nous a fait l'honneur d'être nommés pour cette mission. Et nous essayons de le faire du mieux que nous pouvons. Nous ne disons pas que tout est parfait, mais nous le faisons du mieux que nous le pouvons. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à chaque étape des travaux que nous faisons, nous associons, en tout cas nous informons nos partenaires que sont les partis politiques, de la même manière que toutes les organisations de la société civile.
Quand vous entendez le président Gbagbo dans un meeting dire que, je le cite, la commission doit être respectable pour être respectée, donc sous-entendu, elle se comporte déjà de manière partiale, qu'est-ce que ça vous fait et qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Alors, le même président Gbagbo, en d'autres temps, je crois savoir, avoir bien retenu, disait que les élections ne se gagnent pas à la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante fait son travail d'organiser les élections. Et les élections, elles se gagnent dans les urnes. Le même président Gbagbo le disait quand il était président de la République. Et c'est encore une fois ce que je suis en train de vous dire. Il est malheureux qu'en Côte d'Ivoire, en fonction des intérêts du moment, la façon dont la commission est appréhendée varie. Mais la commission en elle-même n'a jamais varié. Nous travaillons sur la base du même code électoral. Les élus aujourd'hui qui nous tombent dessus ont été élus, je parle des députés, ils ont été élus sur la base de ce même code électoral par cette même commission électorale. Donc aujourd'hui, vous attestez, madame, sur ce plateau, que de la probité intellectuelle des commissaires qui sont à l'intérieur de la commission? C'est tout simplement parce que je vous dis, aujourd'hui, ce n'est pas au sein de la commission qu'on décide si telle personne ou telle personne a gagné les élections. C'est sur le terrain. Là où le vote se fait, c'est là où le dépouillement se fait au su de tout le monde. Les candidats étant même autorisés à faire venir leurs représentants au sein du bureau de vote. Et le dépouillement se fait en présence des représentants des candidats sur un tableau. Même les électeurs Et vous, dans la commission centrale, vous ne faites que recueillir les éléments qu'on vous envoie. Je vais même dire mieux que ça. Dès que le dépouillement est fait, que les résultats sont connus, les PV sont dressés, qui sont donnés à toutes les personnes présentes, y compris les représentants des candidats. Et une copie de ce PV est affichée devant la porte de la commission locale. Donc, c'est pour vous dire que les candidats, eux, savent déjà mieux que nous, et même avant nous, avant la commission centrale, s'ils ont gagné ou ils ont perdu les élections, puisque nous, c'est après compilation de toutes ces différents résultats des différents bureaux que la commission centrale regarde Mais alors, vous parlez de l'échelon local. Là aussi, on entend souvent que les commissions locales penchent quasiment toutes du côté du RHDP. Est-ce que vous pouvez rappeler comment, simplement, elles ont été constituées, ces commissions locales? Là encore, c'est vraiment un procès d'intention qui nous est fait. Parce que, premièrement, tous les membres des commissions locales sont désignés par les partis politiques. Il y a 10 membres aujourd'hui dans les commissions locales. 5 membres pour les partis d'opposition, 4 membres pour le parti au pouvoir et 1 représentant du corps préfectoral. Donc les 9 membres sont tous désignés par les partis politiques. Nous n'avons absolument rien, nous, à y dire. Et pourquoi on dit qu'elles sont présidées par des... Alors, laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Au départ, au moment où nous allons installer les bureaux, nous écrivons aux différents partis politiques pour leur demander de nous envoyer les listes des personnes qu'ils proposent, qui veulent voir siéger à la commission locale. Une fois ces personnes proposées, nous procédons, ces 10 personnes vont procéder exactement comme ça se fait pour l'élection du président de la commission centrale. Ces personnes vont procéder à une élection. Ils sont libres de choisir qui ils veulent comme président, qui ils veulent comme vice-président et qui ils veulent comme secrétaire, parce qu'il y en a 3 en leur sein. Et ces élections sont faites en toute transparence, sans que la commission n'intervienne dans ce processus à aucun moment. Nous nous contentons, nous, de noter sur les PV, un tel a été élu, un tel a été élu, un tel a été élu. Pourquoi la CEI cristallise-t-elle toujours systématiquement tant de critiques à l'approche des élections? Oui, c'est surtout à l'approche des élections et je crois que
De toutes sortes d'élections d'ailleurs, pas que la présidentielle. Oui, le principal problème, c'est déjà une méconnaissance du mode opératoire, une méconnaissance du code électoral. Parce que le code électoral que nous avons décrit de façon mais vraiment détaillée tous les actes qui doivent être posés pour faire l'élection. Et il suffit de s'y reporter pour se rendre compte que toutes les garanties sont données au public, aussi bien au public qu'aux électeurs, qu'aux candidats. Parce que le système qui ressort du code électoral, il est transparent, mais du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que du début des élections jusqu'à la fin des élections, chaque candidat a la possibilité de vérifier toutes les étapes, puisqu'il y est à l'intérieur partie prenante. Alors, est-ce que vous comprenez ce n'est pas assez su. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend le temps d'expliquer. C'est pour ça que nous prenons le temps d'expliquer. Et certains partis politiques entretiennent ce flou-là pour que, évidemment, quand on ne sait pas ce que dit le texte, on est prêt à entendre toutes les argumentations. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, même si vous estimez que les revendications qui sont formulées par l'opposition relèvent un peu de la tactique politique, on va dire, pour être sobre, que le fait de ne pas donner suite à toutes leurs demandes, ça peut aussi éveiller comme une sorte de sentiment, de soupçon, quelque chose... Ce n'est pas juste de dire qu'on ne donne aucune suite à leurs revendications. Les partis politiques ont demandé, par exemple, qu'on leur donne plus de temps pour le recueil des parrainages. C'est ce qui est en train d'être fait. Ça fait partie des recommandations, parce qu'il y a eu des ateliers de travail entre les partis politiques et la commission électorale, sous l'égide même de l'USAID, du NDI, qui ont fait qui à la fin ont été sanctionnés par un certain nombre de recommandations. Et toutes ces recommandations ont été prises en compte. Je dirais même, il faut le savoir, qu'une des premières recommandations concernant le cadre légal et institutionnel, d'accord avec les partis politiques, tous autant qu'ils y étaient présents, la première recommandation était de faire une élection, de programmer maintenant la révision de la liste électorale tous les 2 ans. Alors, nous sommes surpris aujourd'hui et nous avons les documents qu'on peut vous mettre à disposition. Ces partis politiques, le PDCI, le RHDP, le PPACI et le FPI étaient d'accord lors de cet atelier pour que la révision ne se fasse bien que tous les 2 ans. Et c'est bien parce que chacun est bien conscient que... Mais pourquoi ça n'a pas été intégré dans la loi alors? Mais justement, des recommandations ont été faites après cet atelier pour que la loi puisse être modifiée. Et ces recommandations se sont retrouvées sur la table du gouvernement. Donc nous attendons, mais la loi, on attend une modification de la loi alors. Nous attendons, nous, au niveau du gouvernement, que le processus soit enclenché pour cette modification, la modification de cette loi dans ce sens. Je vais vous poser peut-être une question de lèse-majesté, mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée que l'on commence à entendre de temps en temps, ici ou là, qui serait peut-être opportun pour retirer cette problématique autour de la commission électorale, de redonner au ministère de l'Intérieur la compétence d'organiser les élections dans le pays? Écoutez, les partis politiques se sont donné un instrument, qui est la commission électorale. Nous émanons d'accords politiques, on est bien d'accord. Avant cela, c'était bien le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections, comme ça se fait dans plusieurs pays. Si aujourd'hui, les mêmes partis politiques estiment que la commission, telle qu'elle est conçue actuellement, ne fait pas l'affaire, ben, il leur appartient de faire revenir Alors, nous, on n'a rien à y redire au niveau de la commission électorale. Que les élections reviennent dans l'escarcelle du ministère de l'Intérieur, c'est ce qui, a priori, est normal, hein, parce que c'est ce qui se fait naturellement dans les démocraties dites avancées. Nous, on n'y a rien à redire. Mais dès lors qu'on se donne un instrument,
il faut quand même accorder à cet instrument le minimum de crédit qui lui permet de faire son travail en bonne et due forme, sachant qu'à toute étape de l'activité de la commission électorale, ils ont leur mot à dire. C'est pour cela d'ailleurs que le contentieux est ouvert, qui permet justement de faire savoir les personnes, les 2,5 millions de personnes qui ne devaient pas figurer sur la liste électorale. C'est le moment de venir justement à l'ouverture de ce contentieux pour le faire savoir. On ne peut pas rester en dehors du processus et faire des revendications. C'est comme si vous me disiez, on va au tribunal, il y a des délais au tribunal pour faire telle procédure. Vous faites il y a une procédure devant le tribunal de première instance, on vous dit pour faire appel, c'est dans 1 mois, un mois ou 15 jours, selon la nature de l'affaire. Vous ne pouvez pas faire votre revendication en dehors de cette procédure. Alors, maître, je voudrais... La révision, me laissez terminer s'il vous plaît, la révision de la liste, le contentieux de la liste électorale est l'occasion que nous attendons pour que toutes ces critiques qui sont faites, les partis concernés viennent avec ces documents à l'appui pour nous mettre à l'épreuve, justement, pour savoir si la commission électorale, au vu des pièces justificatives, ne va pas prendre ses responsabilités. Il y a un dernier point que je voudrais qu'on aborde très très rapidement, parce que là, véritablement, on est presque à la fin de notre émission. C'est le fait qu'aujourd'hui, messieurs Gbagbo et Blé Goudé ne peuvent pas être inscrits sur la liste électorale du fait qu'ils ont perdu leurs droits civiques. À quelles conditions pourraient-ils être inscrits sur la liste électorale très rapidement? Très rapidement, moi je refuse de personnaliser. Nous nous trouvons dans un cas, et il y en a plusieurs comme celui-là, où nous recevons la liste du ministère de la Justice des personnes ayant perdu leurs droits civiques. C'est sur la base de cette liste que nous radions les personnes figurant sur la liste. Une fois que ces personnes sont radiées, ce n'est pas une radiation définitive, ad vitam. Ces personnes peuvent, si elles bénéficient de preuves d'une amnistie ou d'une décision de réhabilitation, ces personnes peuvent venir au cours du contentieux pour faire valoir ce nouveau changement dans leur statut. Et au vu des pièces que nous avons, nous faisons droit ou pas à ces demandes. D'accord. Alors, c'est ce cas qui concerne tout le monde. Toutes les personnes. Permettez que je repersonnalise. M. Gbagbo a été gracié. Cela n'est pas suffisant pour le rétablir dans ses droits civiques. Il faudrait une loi d'amnistie. Oui, parce que la différence entre la grâce présidentielle et l'amnistie, c'est celle-là. La grâce présidentielle efface la peine, uniquement la peine. Mais l'infraction, sur la base de la condamnation, demeure. Seule l'amnistie efface la condamnation qui ne figurera plus sur le casier judiciaire de la personne concernée. Et une loi d'amnistie, c'est au Parlement à la prendre. Normalement. On a compris. Madame, un dernier mot. Compte tenu de la tournure que prend le débat public, très tôt quand même avant l'élection présidentielle, on sent pas mal de tensions dans ce débat pré-présidentiel, on va dire. Est-ce que vous avez des craintes quant à la manière dont le scrutin va se dérouler? Absolument pas, parce que je fais confiance aux Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens. Et je ne crois pas qu'il y ait dans ce pays des personnes, des Ivoiriens, qui ont envie de vivre ce que nous avons vécu auparavant. Au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas. C'est pour ça que nous en appelons à tous les acteurs de ce processus électoral à faire preuve de sagesse déjà, de bienveillance les uns envers les autres. Je le dis encore une fois, nous ne sommes pas les adversaires des partis politiques. Sans eux, notre travail n'a pas de sens. Ce ne sont pas nos adversaires, ce sont nos partenaires. Nous sommes à l'écoute, qu'ils viennent vers nous pour leur poser leurs préoccupations et, dans la mesure du possible, qu'on s'entende, qu'on se comprenne sur ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire, ce qui est raisonnable de ce qui n'est pas raisonnable.
Et je dis raisonnable au sens pratique du terme, parce que nous sommes pris par des délais, c'est des délais incompressibles. On ne peut pas repousser la date de l'élection présidentielle, c'est la Constitution qui l'a fixée. Et tous les actes que nous devons faire en amont pour préparer cette élection, nous sommes contraints par des délais, y compris ceux du parrainage. Donc, il faut qu'on fasse preuve un peu de bienveillance les uns envers les autres, parce que nous sommes tous ivoiriens. Nous voulons que les choses se passent bien pour notre pays, parce qu'on n'en a pas d'autres. Et je pense que les partis politiques sont suffisamment sages pour qu'à un certain moment, on mette la balle à terre. On peut comprendre qu'ils nous mettent la pression, mais je pense qu'à un certain moment, on mettra tous balle à terre, on s'asseyera et puis on travaillera ensemble à ce que l'élection se passe dans un climat apaisé. Parce que ce qu'il faut oublier, ce qu'il faut retenir, qui est important, on ne gagne pas les élections à la commission électorale, ça se passe sur le terrain. Et sur le terrain, toutes les garanties sont là, il suffit de les actionner pour que l'élection, le verdict des urnes soit celui de la volonté des Ivoiriens. C'est ça qui est important. Merci Madame, merci Maître Diapobi d'avoir accepté cette invitation et je pense que nous avons pu répondre à de nombreuses questions que se posent les Ivoiriens. Il faudra poursuivre évidemment ce travail de pédagogie et cette info s'y attellera. Merci de votre attention, à la prochaine fois.